Quand tu regardes une vidéo de McFly et Carlito, il y a ce que tu vois. Des sketchs, des défis, de l'humour, des rires, des références culturelles que tu connais, donc qui te rapprochent d'eux, ou que tu découvres grâce à eux, donc qui te rapprochent d'eux. C'est une énergie qui déborde, des fois trop pour certains, on leur a souvent reproché. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous les bad buzz qui se sont pris sur les côtes, du plus nul au plus... ils ont continué de grossir. Parce que finalement, il y a quelque chose derrière cette énergie qui parfois déborde un peu. Et ce quelque chose, c'est pas le format, c'est pas le budget, c'est même pas vraiment l'humour. C'est une façon très précise d'organiser leur présence publique. C'est ce qu'on peut appeler le succès relationnel. Je vous rassure tout de suite, je vous fais pas une vidéo pour vous dire ils sont sympas donc ils ont réussi. C'est un tout petit peu plus profond que ça. Parce que cette stratégie narrative que je vais vous présenter, elle se glisse partout dans leur contenu. Dans chaque format, dans chaque récit, dans chaque choix éditorial. Elle repose sur 4 piliers, 4 mécaniques ultra concrètes. Et quand tu les vois, tu peux plus regarder leur chaîne sans les repérer. La plupart des gros créateurs travaillent en équipe, simplement parce qu'au bout d'un moment, le rythme est juste plus tenable seul. Faut déléguer, faut une équipe de production qui a la tête qu'à la production, une équipe d'auteurs qui a la tête qu'à la rédaction, une équipe qui s'occupe que des sponsors pour financer la chaîne. Bref, le business de la création de contenu, de toute façon, c'est toute une infrastructure qui demande qu'à se péter la gueule et il faut se bagarrer tous les jours pour la stabiliser un peu plus. Et ça demande des gens. Mais donc, ces créateurs qui sont accompagnés d'une équipe, souvent chez eux, la narration, elle reste individuelle. C'est du jeu, c'est de la marque personnelle. Ça n'empêche pas d'ailleurs que l'existence de l'équipe, elle soit mentionnée, elle pas du tout cachée, mais c'est plus un élément du lore qu'un perso principal. McFly et Carlito, c'est radicalement différent depuis le début. Ils mettent l'amitié au centre de leur concept et elle-même, elle devient un personnage principal. Quand on regarde une vidéo de McFly et Carlito, en fait, il y a 3 persos. Il y a McFly, il y a Carlito et il y a leur duo. Ils racontent l'amitié, pas comme une anecdote, mais comme une colonne vertébrale. Ils remettent sur le tapis leur passé commun, le collège, leurs conneries, leurs vacances, leurs rencontres, leurs expériences à la radio. Du coup, ils intègrent toujours la durée, le temps dans leur récit. L'idée que ça fait longtemps que la construction s'est faite ensemble, qu'elle a pris le temps, que leur amitié tient, qu'elle a passé des étapes. Et ça change complètement ce qu'on regarde. Au lieu de regarder une personne exceptionnelle qui sort de l'ordinaire parce qu'elle a réussi, on regarde un lien durable qui a créé cette réussite. C'est plus les personnes, c'est le lien. On regarde plus une trajectoire solo qui a été bien menée, on regarde une relation qui résiste au temps et aux épreuves. Et je vais même aller plus loin, dans un environnement full digital où les carrières et le succès, ça explose vite, mais ça crame très vite aussi, la stabilité d'un duo qui a démarré avant la notoriété, ça devient un vrai signal et c'est un vrai marqueur dans le paysage. Ce qu'ils nous vendent, c'est pas un duo de mecs sympas ou d'humoristes ou de saltimbanques, c'est la preuve qu'une amitié peut réussir, la preuve que des gens peuvent grandir ensemble sans que la réussite les sépare. La preuve que le succès, c'est pas forcément une menace pour le lien, et même qu'au contraire, c'est le lien qui peut créer la réussite. Et cette idée-là, et cette projection qu'on peut tous faire avec nos amis à nous, elle est profondément rassurante. À la fois pour nous, dans nos petites vies de petites fourmis, mais aussi pour l'humain en règle générale. Deuxième élément moins spectaculaire ou extraordinaire, mais tout aussi structurant dans leur image, ils parlent de leurs femmes, ils parlent de leurs enfants, ils parlent de leur mariage, de leur maison, de leur vie hyper structurée, construite en dehors des lumières du studio de tournage. Dans l'écosystème de YouTube et même plus largement dans le cercle des gens qui ont de la renommée, c'est pas anodin ça. Il y a plein de créateurs qui vont plutôt cultiver une séparation hyper franche entre vie publique et vie privée, là où d'autres créateurs au contraire vont vouloir s'exposer intégralement. C'est 2 stratégies connues, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, c'est hyper personnel. En tout cas, c'est noir ou blanc. Eux, ils proposent un gris. On n'est pas sur des vlogs « J'amène mon fils à l'école » ou « Je cuisine avec ma fille », mais ils vont te raconter, là encore, la continuité. Ils donnent l'impression que la réussite publique et la vie privée sont pas du tout en tension, qu'elles coexistent très bien, et qu'aucune partie vient cannibaliser l'autre. Et d'ailleurs, ils le disent franchement que sans leur femme et leur soutien, ils auraient sûrement pas réussi, ou en tout cas, elles les ont mis dans les meilleures conditions pour réussir. Le message implicite là-dedans, il est suffisamment simple pour être puissant. Réussir ne t'oblige ni à choisir entre ta carrière et ta vie, ni à devenir quelqu'un d'autre, ni à te couper des tiens, et encore moins à faire une croix sur ta stabilité. C'est une narration qui est en opposition directe avec un maximum de récits classiques du succès. Dans beaucoup d'histoires de réussite, il y a un moment de rupture, il y a un avant, il y a un après, il y a une transformation, il y a un prix à payer souvent même. Alors, je dis pas que pour eux ça a été hyper smooth, attention, ça a forcément été compliqué à plein d'égards. Je parle vraiment de leur image de marque là, je me mets pas dans leurs chaussures. En tout cas, chez eux, sur le plan public, il n'y a pas vraiment de rupture visible. Il y a de la continuité, il y a de l'évolution, une évolution à laquelle on a assisté d'ailleurs, et qui a forgé leur communauté. Troisième pilier, et celui-là il est particulièrement intéressant à analyser,
le trône de l'abonné. C'est récent, c'est depuis la nouvelle DA après leur burn-out. Un abonné du coup qui change à chaque fois et qu'ils invitent à chaque tournage. Il est assis derrière la régie et ils le font participer régulièrement pendant la vidéo. C'est une décision éditoriale très simple, mais symboliquement, c'est hyper précis. Ils rendent la relation avec leurs abonnés palpable et matérielle. Ils donnent une forme concrète et un visage à ce qui est d'habitude hyper abstrait, à savoir l'audience. Ils réduisent physiquement la distance entre le créateur et celui qui regarde. Dans la relation d'influence, c'est pas pour rien qu'on appelle ça comme ça, même si ça tend à se transformer heureusement, il y a une hiérarchie qui est très claire. Il y a une scène, il y a ceux qui sont dessus et il y a ceux qui regardent ceux qui sont dessus depuis en bas. La distance, elle fait partie du dispositif. Elle construit le désir et elle entretient même l'aspiration. Eux, ils vont brouiller cette frontière-là concrètement. Et j'insiste sur le concrètement parce que plein de créateurs disent que leur audience est proche d'eux ou plutôt qu'ils sont proches de leur audience, qu'ils prennent en compte réellement qui est dans leur audience, qu'ils effacent la distance, blablabla. Mais finalement, McFly et Carlito, au moins on peut pas leur enlever ça, ils le font pour de vrai. Ils disent, vous êtes pas une masse anonyme, vous êtes une personne et vous pouvez être là et il y a une place pour vous. Et ça va produire un sentiment hyper particulier, pas celui d'admirer quelque chose d'inaccessible, celui d'appartenir à quelque chose qui est fondamentalement en train de se construire. Et c'est ni la même émotion, ni le même niveau de fidélité que ça va générer. Bon, une fois qu'on a raconté comment ils traitent leur communauté, il faut qu'on s'attaque à un sujet pour lequel ils ont été hyper controversé, leur réseau. Ce pilier-là, il est vraiment intéressant parce qu'il touche un peu aux autres. Je m'explique. Ils ont une carrière longue de 15-20 ans derrière eux, donc forcément, ils ont des contacts. Mais avant de pouvoir inviter Gad Elmaleh dans une vidéo, fallait le constituer, le carnet d'adresses. Carlito, vous le savez sûrement, c'est le fils de Guy Carlier, un chroniqueur hyper connu dans les années 2000, un peu moins aujourd'hui en termes d'actualité, mais c'est toujours une ref. Carlito, il parle super souvent de ses rapports avec son père, très dur, très compliqué à une période, qui tendent à s'améliorer visiblement, mais bon, ça à la limite c'est du privé, on s'en fiche ici dans le cadre de cette vidéo. En tout cas, je dis pas que c'est le cas ouvertement, ni même que ça a joué pour 100% de la réussite. Je dis juste qu'étant le fils d'un mec hyper ancré dans le monde des médias, bon, si ça se trouve, même sans le vouloir, t'as quelques numéros utiles. Même si c'est pas, tiens mon fils, le numéro de Bernard Arnault, tu commences lundi 9h chez LVMH, c'est au moins, tiens, il y a tonton qui vient manger dimanche et tonton c'est Stéphane Bern ou Jean-Michel, directeur des programmes chez No Life. Encore une fois, c'est juste une supposition. Enfin... Et quand bien même c'est pas Carlito qui a pu avoir d'éventuels passe-droits, le père de McFly est engagé en politique depuis des années et donc, bon, c'est pas le même style de contact, évidemment. Là, comme ça, entre un conseil départemental et TF1, c'est sûr, vous voyez pas bien le lien, mais des fois les portes s'ouvrent pas là où on les attendait. Mais peu importe. Toujours est-il que maintenant, le réseau, ils l'ont et c'est même plus un débat parce qu'ils ont acquis suffisamment de notoriété et de légitimité pour l'avoir. Et ce réseau, ils l'assument à fond. Ils jouent pas du tout la carte du duo seul contre tous et au contraire, ils vont pousser à fond cette cohésion et ces relations qui sont finalement fondatrices. Ils invitent leur père, ils multiplient les collaborations, ils racontent leur kiff de rencontrer d'autres artistes et d'autres créateurs, ils participent aussi chez les copains d'ailleurs. Dans l'imaginaire classique de la réussite, il y a souvent un sommet, un podium, une hiérarchie et on monte, on monte, on monte. On cherche à aller toujours au-dessus. Eux, ils construisent plutôt à l'horizontale, ils s'étendent. Ils donnent pas l'impression d'être au-dessus de leur espace, ils donnent l'impression d'être dedans, connectés, en circulation et en relation. Et symboliquement, c'est une position très différente parce qu'elle génère pas de la distance, elle génère de la proximité. Un espace, un territoire, une culture commune. Jusqu'ici, on a vu quelque chose d'assez lumineux. Un succès qui fige un lien préexistant, un duo qui tient, une trajectoire qui n'isole pas, une stabilité construite et robuste, une audience qui se sent avec plutôt que devant. Mais il y a un endroit qu'on regarde moins, parce que le succès relationnel, mine de rien, il a un revers. Et ce revers, il est logique. Il est presque mécanique. Quand ton succès repose sur le lien devient une infrastructure. Et une infrastructure, ça s'entretient, ça se maintient, ça demande de la constance. Ça veut dire que si ce que ton audience vient chercher, c'est le duo, l'amitié, l'énergie commune, l'écosystème humain que tu as construit autour de l'entité, alors tu peux pas changer radicalement de registre du jour au lendemain. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre sans casser quelque chose. Et par extension, tu peux pas devenir quelqu'un sans casser quelque chose. Parce que ce que les gens consomment, c'est pas seulement ton talent à ce moment-là, c'est ta relation, c'est la relation. Et ça, c'est extrêmement puissant, mais aussi extrêmement exigeant. On parle beaucoup d'authenticité dans le monde des créateurs, restez naturel, soyez vrai, ne jouez pas un personnage. Sauf que quand l'authenticité, ça devient ton produit, elle devient elle aussi une performance. Alors oui, ils crient à tue-tête que s'ils ont pas envie de tourner, ils tournent pas, qu'ils sont ultra naturels quand ils allument la caméra, que quand ils se mettent à courir comme des gosses ou à gueuler, etc., c'est vraiment eux. Je doute pas qu'ils aient cette faculté à laisser leur enfant intérieur, si on peut dire, s'exprimer et que cet enfant ait envie de faire le con. Ça me dérange pas, ça. Mais il n'empêche que quand on allume une caméra, qu'on a conscience qu'on est filmé, qu'on a conscience qu'on est jugé, qu'on est déjà dans le montage, sur le tournage, comme Carlito, on a forcément une part de personnage qui se construit. Être
Être naturel, mais devant des millions de personnes. Être spontané, mais de manière répétée, semaine après semaine, depuis des années. Être complice, mais maintenant et durablement, sans relâche, sans pause. Ça demande pas forcément de faker la base de l'état, mais ça demande d'être constamment dans cet état. Et toute dynamique qui ne se renouvelle pas, elle finit par s'user, même les meilleurs. Et c'est là que leurs projets en dehors du duo deviennent hyper intéressants à observer. Des podcasts où ils sont invités individuellement, je pense à McFly chez Cyrus North pendant leur break, ou à Carlito chez Shera plus récemment. Des projets à côté avec la comédie et les streams pour Carlito, la musique et les tournées pour McFly. Tout ça, c'est pas une fissure dans le duo, c'est pas un signal d'alerte. C'est une respiration stratégique. Ça montre qu'ils ont compris quelque chose d'hyper précis. Si toute la valeur repose sur nous, le jour où nous faiblit, tout vacille avec. Construire du jeu en parallèle, c'est sécuriser toute l'architecture. C'est pouvoir exister indépendamment, tester d'autres registres, sans mettre en danger la base du business, entre guillemets. Parler à d'autres segments, ne pas enfermer toute son identité dans un seul format, aussi solide soit-il. C'est pas une trahison du lien, c'est une stabilisation du système. Et si tu regardes autour de toi, t'as déjà vu cette mécanique. Le leader d'un groupe de musique qui fait de la promo en solo sans dissoudre le groupe. Un duo dont les deux personnes gèrent leur image séparément, en parallèle du duo. Un chef d'entreprise qui construit une image et une médiatisation individuelle sans quitter l'entreprise. Le collectif ne remplace pas l'individu, il l'amplifie. Quand le lien devient le produit, l'indépendance, ça devient une assurance, un matelas de sécurité. Le succès relationnel, ça paraît plus doux que le succès solitaire, plus humain, plus accessible, mais il vient créer une vraie pression, la pression de la continuité. Continuer à être ensemble, continuer à fonctionner, continuer à produire du lien visible, de la chaleur visible, de la complicité visible. Et à un moment, faut de l'espace. Les projets solo, c'est cet espace. Pas pour fuir, pour tenir. Ce que leur marque montre, c'est pas qu'il faut être en duo, c'est pas qu'il faut montrer sa famille ou inviter ses abonnés sur son plateau. C'est quelque chose de plus fondamental. Ça montre surtout que le succès qui dure, c'est souvent celui qui ne coupe pas, celui qui se substitue pas au lien humain. Et peut-être que ce qu'on admire chez eux au fond, c'est pas leur humour, c'est le fait qu'ils semblent avoir réussi sans payer le prix qu'on pensait obligatoire, sans s'isoler, sans changer d'équipe, sans devenir quelqu'un d'autre. Et dans notre époque où la réussite est souvent vue comme quelque chose qui transforme et qui coupe, ça ressemblerait presque à une promesse.